Merci beaucoup. Je suis Madame Chantal Chaloukoma. Je suis directeur à l'Institut congolais pour la conservation de la nature en charge de la recherche scientifique. Ici, je représente Monsieur le directeur général Empêché. Et comme vient de le dire le modérateur, le secteur de la biodiversité, en fait, c'est le secteur qui constitue la base pour le bien-être de la planète, le bien-être de l'humanité, mais également un secteur qui connaît un essor aujourd'hui et sur lequel l'État congolais, et comme tous les autres pays du monde, voudrait bien reposer certains espoirs pour le développement. Et du coup, pour assurer la conservation de cette biodiversité dans leurs écosystèmes, il y a plusieurs initiatives qui se développent, notamment qui cadrent avec les sujets d'aujourd'hui, notamment sur l'énergie, notamment sur la connectivité des territoires, notamment sur les questions transfrontalières que j'espère j'aurai le temps de développer. Merci beaucoup. Merci Madame Chantal. Donc Madame Chantal Chaloukoma, l'ICCN, la biodiversité, comment est-ce qu'elle peut être un allié afin de catalyser la transformation audacieuse? Vous avez la parole. Merci beaucoup. En fait, je vais cadrer un peu la question de la biodiversité. Exactement. Dans le cadre de la conservation dans les aires protégées, parce qu'il y a la biodiversité à l'intérieur des aires protégées qui ont un statut de conservation. Il y a de la biodiversité à l'extérieur des aires protégées. L'ICCN s'occupe de manière spéciale de cette biodiversité à l'intérieur des aires protégées, tout en sachant que dès lors qu'une aire protégée est créée, cela signifie qu'il y a une biodiversité, comme on appelle, disons, comme on dit qu'il y a une valeur universelle et exceptionnelle. C'est dans ces cadres-là qu'on va, on va essayer de conserver cette biodiversité à l'intérieur d'une aire protégée. Et du coup, la RDC a un réseau de plus ou moins 80 aires protégées. Il y a des parcs nationaux, il y a des réserves, des domaines, tout ça, dépendamment de la valeur de ce qu'on veut conserver. Et donc, ces réseaux-là, à mon avis, c'est une mine pour le pays et c'est quelque chose à valoriser pour un développement après conflit. Tout simplement parce que c'est une source incroyable de devises pour le pays si et seulement si on développe le tourisme. Or, pour développer le tourisme, il y a autant de préalables. Il faut des infrastructures, ça peut être routière. Il faut plusieurs alternatives, il faut plusieurs moyens pour développer ce tourisme. On connaît autant de pays africains et ailleurs qui vivent vraiment gracieusement grâce au tourisme. Et donc ça, si on misait sur le tourisme, tout en mettant en place des conditions qui favorisent ces préalables, et là, ce serait une bonne voie de sortie. Mais également, je rentre un peu dans l'histoire, l'Est du pays qui abrite une grande partie de la faune, comme on dit, de la faune emblématique du pays, des paysages emblématiques du pays aussi, et en proie à des guerres sans fin depuis plusieurs années. Et du coup, cette biodiversité en souffre. Et du coup, l'économie aussi en souffre parce qu'on ne peut plus exploiter cette partie. Mais pour faire face à ces adversités, il a fallu que l'ICCN et ses partenaires développent des mécanismes, je vais dire, de résilience. C'est comme ça qu'il y a ceux qui peuvent dire, ben vous faites la conservation, comment aujourd'hui vous êtes dans l'énergie. C'est parce qu'on a vu que nous avons des ressources à l'intérieur de nos aires protégées qui nous donnent des services écosystémiques et qu'il faut valoriser.
Seul le parc national de Virunga aujourd'hui a une capacité, a un potentiel de l'eau qui peut produire jusqu'à 105 mégawatts d'énergie propre. Et jusque-là, il n'y a que 40 produits et qui est en train d'être distribué et mis au service de la population. Et du coup, si vous voyez aujourd'hui, Goma, c'est parmi les villes les mieux éclairées du pays. Et donc, c'est grâce à cette ressource qu'on a pu transformer. Et aussi, il y a plusieurs autres services qui peuvent être transformés. Mais voilà, donc on cherche des moyens pour le faire. Et et voilà quoi. Et donc, je voulais ici souligner, avant qu'il y ait peut-être d'autres questions, cette initiative aussi grandiose, lancée par le président de la République, c'est le couloir vers Kivu-Kinshasa. Tout à fait. S'il vous plaît. Non, avancez. Nous voulions effectivement en venir, mais vous pouvez déjà aborder. Donc, le couloir vers Kivu-Kinshasa, c'est une innovation mondiale, unique, qu'on n'a jamais eu ailleurs. Ça signifie que c'est une aire protégée vaste de 544 000 km² qui va de Kivu jusqu'à Kinshasa. C'est énorme, avec comme voie principale le fleuve Congo. Le fleuve Congo qui se veut aussi d'être valorisé aujourd'hui. Alors avec ce couloir, il y a espoir d'arriver à un développement durable pour le pays en passant par les axes sécuritaires, en passant par l'agriculture durable, en passant par l'énergie, en passant par l'économie verte. C'est cette économie verte qui va aider à sous-tendre toutes ces activités, toutes ces actions de développement qu'on va devoir implanter. Imaginez-vous aujourd'hui Kinshasa, la capitale, qui a plus de à peu près 20 millions d'habitants. À Kinshasa, il n'y a pas de champs. À Kinshasa, on ne fait pas des activités qui rentrent vraiment dans, disons, qui reposent sur le naturel. Alors, pendant qu'à l'est, il y a des terres très fertiles, il y a l'agriculture qui se développe, mais on ne sait pas faire arriver toute cette production pour aider Kinshasa à respirer et à ne pas trop dépendre de ce qui vient de l'extérieur. Alors, dans le cadre de la connectivité, si j'anticipe, et voilà ce couloir qui crée du coup une connectivité entre les deux bouts du pays, entre l'Est et l'Ouest. Alors, si la population doit produire à l'Est et qu'il faut que le frère qui est à Kinshasa mange, comment faire arriver la production? Par la voie aérienne, ce n'est pas toujours évident, ça devient coûteux, ça devient un peu compliqué. Et donc, si nous avons le fleuve Congo qui est là et qui peut servir encore de boulevard pour faire arriver ce qu'il faut du côté de l'Ouest, mais pourquoi pas? Et donc, du coup, ça pose d'autres préalables. Donc, il faut déjà développer l'énergie dans différents axes, là où on doit produire. Il faut développer des infrastructures qui vont faciliter le transport de produits. Il faut développer plusieurs choses au même moment. Et cela fait que c'est un projet ambitieux et qui jusque-là, d'après les estimations, dans cette phase première, ne peut aller qu'entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars. Et donc, c'est encore faisable pour le pays. Si ça peut résoudre ces questions alimentaires, ça peut résoudre des questions de sécurité, parce qu'il faut sécuriser ces populations qui produisent. Vous connaissez vers Beni, les communautés qui font leur cacao, qui font leur café, qui font leur palmier à huile et autres, ils ne peuvent pas récolter à cause de l'insécurité. À chaque fois que la période de récolte arrive, voilà, il y a des choses qui commencent à se produire. La population est obligée de fuir, de se déplacer. Et finalement, ce n'est pas celui qui a semé qui récolte. Et donc, il y a cette question de sécurité qu'il faut assurer. Il y a la question des transports.
il y a la question d'énergie pour transformer. Et il y a, à part ça, il y a ce qu'on peut appeler des incitations positives. Il serait souhaitable que l'État congolais mette en place tout un mécanisme d'incitation positive pour que les investisseurs qui vont venir travailler avec les communautés dans ce couloir puissent faire face à des mesures qui les incitent à travailler, à produire et à nous faire arriver aux objectifs. Madame Chantal Chaloukoma, l'ICCN, la biodiversité, comment est-ce qu'elle peut être un allié afin de catalyser la transformation audacieuse? Vous avez la parole. Merci beaucoup. En fait, je vais cadrer un peu la question de la biodiversité. Exactement. Dans le cadre de la conservation dans les aires protégées, parce qu'il y a la biodiversité à l'intérieur des aires protégées qui ont un statut de conservation. Il y a de la biodiversité à l'extérieur des aires protégées. L'ICCN s'occupe de manière spéciale de cette biodiversité à l'intérieur des aires protégées, tout en sachant que dès lors qu'une aire protégée est créée, cela signifie qu'il y a une biodiversité, comme on appelle, disons, comme on dit, qu'il y a une valeur universelle et exceptionnelle. C'est dans ces cadres-là qu'on va, on va essayer de conserver cette biodiversité à l'intérieur d'une aire protégée. Et du coup, la RDC a un réseau de plus ou moins 80 aires protégées. Il y a des parcs nationaux, il y a des réserves, des domaines, tout ça, dépendamment de la valeur de ce qu'on veut conserver. Et donc, ces réseaux-là, à mon avis, c'est une mine pour le pays et c'est quelque chose à valoriser pour un développement après conflit. Tout simplement parce que c'est une source incroyable de devises pour le pays si et seulement si on développe le tourisme. Or, pour développer le tourisme, il y a autant de préalables. Il faut des infrastructures, ça peut être routière. Il faut plusieurs alternatives, il faut plusieurs moyens pour développer ce tourisme. On connaît autant de pays africains et ailleurs qui vivent vraiment gracieusement grâce au tourisme. Et donc ça, si on misait sur le tourisme, tout en mettant en place des conditions qui favorisent ces préalables, et là, ce serait une bonne voie de sortie. Mais également, je rentre un peu dans l'histoire, l'Est du pays qui abrite une grande partie de la faune, comme on dit, de la faune emblématique du pays, des paysages emblématiques du pays aussi, est en proie à des guerres sans fin depuis plusieurs années. Et du coup, cette biodiversité en souffre. Et du coup, l'économie aussi en souffre parce qu'on ne peut plus exploiter cette partie. Mais pour faire face à ces adversités, il a fallu que l'ICCN et ses partenaires développent des mécanismes, je vais dire, de résilience. C'est comme ça qu'il y a ceux qui peuvent dire, ben, vous faites la conservation, comment aujourd'hui vous êtes dans l'énergie. C'est parce qu'on a vu que nous avons des ressources à l'intérieur de nos aires protégées qui nous donnent des services écosystémiques et qu'il faut valoriser. Seul le parc national de Virunga aujourd'hui a une capacité, a un potentiel de l'eau qui peut produire jusqu'à 105 mégawatts d'énergie propre. Et jusque-là, il n'y a que 40 produits et qui est en train d'être distribué et mis au service de la population. Et du coup, si vous voyez aujourd'hui, Goma, c'est parmi les villes les mieux éclairées du pays. Et donc, c'est grâce à cette ressource qu'on a pu transformer. Et aussi, il y a plusieurs autres services qui peuvent être transformés. Mais voilà, donc on cherche des moyens pour le faire. Et et voilà quoi. Et donc, je voulais ici souligner, avant qu'il y ait peut-être d'autres questions,
cette initiative aussi grandiose lancée par le président de la République, c'est le couloir vers Kivu-Kinshasa. Tout à fait. S'il vous plaît. Non, avancez. Nous voulions effectivement en venir, mais vous pouvez déjà aborder. Donc, le couloir vers Kivu-Kinshasa, c'est une innovation mondiale, unique, qu'on n'a jamais eu ailleurs. Ça signifie que c'est une aire protégée vaste de 544 000 km² qui va de Kivu jusqu'à Kinshasa. C'est énorme, avec comme voie principale le fleuve Congo. Le fleuve Congo qui se veut aussi d'être valorisé aujourd'hui. Alors, avec ce couloir, il y a espoir d'arriver à un développement durable pour le pays en passant par les axes sécuritaires, en passant par l'agriculture durable, en passant par l'énergie, en passant par l'économie verte. C'est cette économie verte qui va aider à sous-tendre toutes ces activités, toutes ces actions de développement qu'on va devoir implanter. Imaginez-vous aujourd'hui Kinshasa, la capitale, qui a plus de à peu près 20 millions d'habitants. À Kinshasa, il n'y a pas de champs. À Kinshasa, on ne fait pas des activités qui rentrent vraiment dans, disons, qui reposent sur le naturel. Alors, pendant qu'à l'Est, il y a des terres très, très fertiles, il y a l'agriculture qui se développe, mais on ne sait pas faire arriver toute cette production pour aider Kinshasa à respirer et à ne pas trop dépendre de ce qui vient de l'extérieur. Alors, dans le cadre de la connectivité, si j'anticipe, et voilà ce couloir qui crée du coup une connectivité entre les deux bouts du pays, entre l'Est et l'Ouest. Alors, si la population doit produire à l'Est et qu'il faut que le frère qui est à Kinshasa mange, comment faire arriver la production? Par la voie aérienne, ce n'est pas toujours évident, ça devient coûteux, ça devient un peu compliqué. Et donc, si nous avons le fleuve Congo qui est là et qui peut servir encore de boulevard pour faire arriver ce qu'il faut du côté de l'Ouest, mais pourquoi pas? Et donc, du coup, ça pose d'autres préalables. Donc, il faut déjà développer l'énergie dans différents axes, là où on doit produire. Il faut développer des infrastructures qui vont faciliter le transport de produits. Il faut développer plusieurs choses au même moment. Et cela fait que c'est un projet ambitieux et qui jusque-là, d'après les estimations, dans cette phase première, ne peut aller qu'entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars. Et donc, c'est encore faisable pour le pays. Si ça peut résoudre ces questions alimentaires, ça peut résoudre des questions de sécurité, parce qu'il faut sécuriser ces populations qui produisent. Vous connaissez vers Beni, les communautés qui font leur cacao, qui font leur café, qui font leur palmier à huile et autres, ils ne peuvent pas récolter à cause de l'insécurité. À chaque fois que la période de récolte arrive, voilà, il y a des choses qui commencent à se produire. La population est obligée de fuir, de se déplacer. Et finalement, ce n'est pas celui qui a semé qui récolte. Et donc, il y a cette question de sécurité qu'il faut assurer. Il y a la question des transports. Il y a la question d'énergie pour transformer. Et il y a, à part ça, il y a ce qu'on peut appeler des incitations positives. Il serait souhaitable que l'État congolais mette en place tout un mécanisme d'incitation positive pour que les investisseurs qui vont venir travailler avec les communautés dans ce couloir puissent faire face à des mesures qui les incitent à travailler, à produire et à nous faire arriver aux objectifs. Madame Chantal, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'expérience de la mobilisation de l'ancrage local, de l'entrepreneuriat local?
Merci beaucoup. En fait, l'expérience que nous avons eue dans les soucis de la conservation de la biodiversité dans les massifs de Virunga a clairement montré que tout peut être possible lorsque la communauté locale est impliquée et comprend ce que l'on veut faire et sa part, le bénéfice qu'il va en tirer. Alors, l'expérience a aussi montré qu'avec l'énergie qu'on a disponibilisée, réellement la jeunesse, comme elle disait Monsieur l'Honorable, il y a des initiatives, il y a des volontés, il y a des projets. La jeunesse s'investit et aujourd'hui, vous voyez la prolifération des petites unités de production de gauche à droite. Ça peut être un moulin pour le manioc, ça peut être quelque chose de petit, mais vous sentez que les gens veulent aller de l'avant parce qu'il y a des préalables pour se lancer. Et donc, encore une fois, moi, je pense que pour permettre à la collectivité de se lancer, il y a ces préalables-là tels que l'énergie. Monsieur le directeur vient de parler de la formation. Il faut quand même les renforcements des capacités parce que le monde est dynamique, les choses sont dynamiques, il faut que nos populations suivent aussi. Mais de l'autre côté, on peut aussi ajouter cette question de, je vais appeler ça, excusez-moi le terme, éducation civique ou quoi, quelque chose. Conscience nationale de conscience civique. Oui. À rentrer dans l'éthique. Ça fait longtemps que nous vivons dans une situation qui n'a pas permis aux uns aux autres de tout le temps distinguer le bien et le mal. Alors là, il faudrait qu'en lançant toute cette batterie pour faire décoller les collectivités, mais qu'il y ait aussi le côté savoir être aussi, suivre, je pense que ça pourrait faire un atout. Mais dans l'entretemps, je pense que tout de même, relancer à fond l'agriculture durable reste quand même un préalable pour que tout se mette en place. Et surtout, arriver à la transformation. Parce que là, on a constaté qu'avec l'économie des guerres aujourd'hui, rien qu'avec le Makala, dans le nord Kivu, là je ne parle pas du sud Kivu, ça va jusqu'à 500 millions de dollars l'année. C'est des études qui ont été faites, peut-être pas des études complètes, mais quand même, pour ce qui est de l'exploitation illicite du lac Édouard, c'est des millions. Pour ce qui est de tous ces produits agricoles, cacao, café, qui partent en contrebande, on est dans les 170 millions à peu près. Et voilà, quoi, c'est de l'économie qui souffre et pourtant la population locale pouvait en bénéficier si tout rentrait dans la légalité. Ça pourrait booster beaucoup de choses. Merci, directeur. Merci. Oh, donc on commence par d'abord les réponses. Ceux qui ont reçu les réponses, vous donnez les réponses et en même temps le mot pour terminer. Enfin, pas le mot de la fin, le mot pour conclure. Madame Chaloukoma. Merci beaucoup. Il y a eu des questions et des commentaires, mais ce que je retiens, c'est que c'est vrai, on ne sait pas faire la conservation de la biodiversité, on ne sait pas aller plus loin si la population ne comprend pas et ne sait pas finalement quelle est sa part, comment il va trouver le bénéfice pour sa survie et pour, voilà quoi. Et donc du coup, il y a eu plusieurs approches pour intégrer les communautés, pour la responsabiliser, parce que la conservation, c'est par l'homme et pour l'homme. Et c'est ça ce qu'on veut que la communauté comprenne. Et que ce qu'il y a, c'est à nous tous de gérer, même s'il y a des organes qui sont responsabilisés, mais c'est à nous tous de gérer, de participer. Et donc, je suis d'accord, quand la population souffre à côté d'un immense écosystème qu'il faut protéger, ça pose quand même problème. Et du coup, nous rentrons encore sur ce registre d'éducation, de communication, de sensibilisation, tout en essayant de voir quel type d'alternative nous pouvons donner sur des problèmes qui se posent. Il y a madame qui voulait savoir comment est-ce qu'on va accompagner cette communauté ou bien les communautés. C'est-à-dire nous essayons de faire ce qui s'impose,
mais l'objectif, c'est d'arriver à la résilience de cette communauté et de savoir, même quand l'État, si je veux dire le gouvernement, n'a pas posé un acte à lui-même et sa famille, qu'est-ce qu'il peut faire pour surmonter cela en attendant? C'est un peu comme ce que nous vivons. Ce n'est pas parce que l'État n'a pas mis les poubelles qu'on est autorisé à jeter la saleté partout. Et donc, nous rentrons sur ces registres d'éducation, ces registres de savoir se prendre en charge dans des conditions qui sont là. Et pour la sécurité, comme vous avez posé la question, ce que nous faisons pour le moment, c'est nous mettons nos forces ensemble, les militaires et les éco-gardes. Avec les militaires et les éco-gardes, nous essayons d'assurer ce que nous pouvons pour maintenir cette biodiversité. En termes de conclusion, je vais dire qu'il est encore possible de revivre ou bien de rendre nos rêves réalité, parce que nous pensons qu'avec la situation socio-politique, économique du moment dans les pays, l'espoir est perdu. Non, l'espoir n'est pas perdu, parce que la ressource, elle est encore là. Nos têtes fonctionnent encore très bien. Une fois nous mettons nos volontés, nos efforts ensemble, nous pouvons encore redynamiser la biodiversité, n'est-ce pas, qui reste un socle pour le développement et humain et matériel et tout ce qu'on veut. Merci. Merci, Madame Chalouk.